Elle pensait qu'il s'agirait d'un simple retrait d'arbres dans la cour. Mais un coup de godet a révélé un secret caché depuis des décennies. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Claire Wilson avait appris très tôt une chose simple et dure. Le monde ne s'intéresse pas à la manière dont on tient debout. Il ne regarde pas combien d'efforts cela coûte, ni combien de nuits sans sommeil se cachent derrière un visage calme. Il avance, indifférent, et chacun doit suivre le rythme ou tomber. Claire avait choisi de ne pas tomber. Non par courage héroïque, mais par nécessité. Elle n'en avait pas le droit. Pas avec un enfant qui comptait sur elle. Elle avait un peu plus de 40 ans, l'âge où l'on n'attend plus de miracles, mais où l'on n'a pas encore renoncé à l'idée d'un avenir stable. Mère célibataire, elle portait dans son corps la fatigue accumulée de plusieurs vies concentrées en une seule, la sienne et celle de son fils, Ethan. Ses mains étaient de celles de quelqu'un qui avait toujours travaillé, pas dans la pénibilité spectaculaire, mais dans cette continuité silencieuse qui use lentement. Sa posture droite n'était pas un signe de fierté, mais une habitude forgée par les responsabilités. Se tenir droite signifiait tenir bon. Claire travaillait dans une école primaire, comme assistante administrative. Son bureau était rarement au centre de l'attention, mais sans elle, les choses s'enrayaient rapidement. Appels téléphoniques, emploi du temps, dossiers, petites urgences quotidiennes que personne ne remarquait tant qu'elles étaient résolues. Tout passait par elle. Elle était ce genre de personne qu'on oublie de remercier, mais dont l'absence devient immédiatement visible. Le salaire n'avait rien d'impressionnant. Il ne promettait pas de voyage ni de luxe, mais il offrait quelque chose de plus précieux, la régularité, des horaires fixes, une assurance santé, la certitude que le lendemain ressemblerait au moins un peu à la veille. L'argent, cependant, restait une équation fragile. Chaque début de mois arrivait comme un examen silencieux. Les factures se pressaient les unes contre les autres, et le moindre décalage pouvait faire s'effondrer l'ensemble. Pendant longtemps, le plus lourd avait été le loyer. Puis quelques années auparavant, Claire avait réussi ce qui lui avait semblé presque irréel. Obtenir une petite hypothèque pour une maison ancienne, située à la limite du quartier. Une maison construite au début des années 60, à une époque où l'on croyait encore fermement au progrès, tout en redoutant déjà la catastrophe. La maison n'était pas parfaite. Les planchers grinçaient sous les pas, la vieille installation électrique avait ses caprices, les fenêtres laissaient passer le froid en hiver et transformaient les pièces en étuve l'été. Mais c'était sa maison, son ancre. Elle la réparait lentement, le soir, quand Ethan faisait ses devoirs, à la table de la cuisine. Elle peignait les murs elle-même, changeait ce qu'elle pouvait avec des outils achetés en promotion et économisait patiemment pour ce qui nécessitait un professionnel. Chaque amélioration, même minuscule, était une petite victoire contre l'instabilité. La cour, en revanche, restait sa blessure ouverte. À l'intérieur, elle avait avancé, pièce après pièce. À l'extérieur, rien ne changeait. Chaque fois qu'elle s'approchait de la fenêtre de la cuisine, une sensation familière lui serrait la poitrine. La cour semblait figée dans un autre temps, comme si elle appartenait à une vie qu'elle n'avait jamais eu les moyens de réparer. Elle se souvenait vaguement qu'autrefois, elle avait peut-être été agréable. Aujourd'hui, elle donnait l'impression d'un espace abandonné, laissé à lui-même. Au centre du terrain se dressait un arbre mort, grand, noirci, ses branches tordues évoquaient des doigts osseux tendus vers le ciel. Il n'avait plus de feuilles depuis longtemps, mais continuait de se tenir là, menaçant et inutile. Ses racines avaient soulevé les dalles, fissuré une vieille allée, perturbé le drainage et poussé contre la base d'un ancien abri de jardin. Cet abri, autrefois sans doute pratique, n'était plus qu'une carcasse fatiguée. Les planches étaient ramollies par l'humidité, le toit s'était affaissé, de la mousse s'accrochait au bois en larges plaques verdâtres et les mauvaises herbes jaillissaient de partout, si denses qu'on aurait dit que la terre cherchait à se protéger elle-même. Claire avait repoussé ce problème pendant des années. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Les frais scolaires d'Ethan, une réparation imprévue dans la maison, une facture plus élevée que prévu. La cour passait après, toujours. Pourtant, chaque regard jeté par la fenêtre lui rappelait ce qu'elle évitait. Elle imaginait un espace simple, sans élégance particulière, un sol nivelé, sûr, où son fils pourrait jouer sans risquer de marcher sur un clou rouillé ou de tomber dans un trou caché par les herbes.
Un coin où, après le travail, elle pourrait s'asseoir avec une tasse de thé et écouter le bruit ordinaire du voisinage, au lieu du bourdonnement constant de l'inquiétude dans sa tête. Il lui avait fallu presque 4 ans pour franchir le pas. 4 ans à mettre de côté, lentement, sans grand projet. Pas de terrasse, pas de jardin paysager. D'abord la sécurité. Abattre l'arbre mort, démonter l'abri, niveler le terrain, rien de plus. Elle avait appelé plusieurs entreprises, comparé les devis, lu des avis pendant ses pauses déjeuner. La plupart des prix lui donnaient l'impression d'une condamnation. Puis elle avait trouvé une petite équipe indépendante, prête à faire le travail pour une somme qui ne lui coupait pas le souffle. Le matin où ils arrivèrent, Claire ressentit à la fois un soulagement et une angoisse familière. Chaque dépense importante la laissait dans cet état. Heureuse que les choses avancent, terrifiée à l'idée d'avoir fait une erreur irréversible. Le petit excavateur descendit de la remorque en laissant de profondes traces de chenilles dans la terre humide. Les ouvriers déchargèrent des tronçonneuses, des barres à mine, des pelles, des chaînes et d'autres outils dont Claire ignorait même le nom. Elle leur rappela calmement les limites du travail, non par méfiance, mais parce qu'elle savait trop bien combien les malentendus coûtaient cher. On la rassura. Tout serait fait comme prévu. Les premières heures se déroulèrent sans incident. L'excavateur attaquait les racines, les branches tombaient sous la tronçonneuse. Les restes de l'abri étaient chargés dans le camion. La cour se transformait sous ses yeux, dévoilant une terre qui n'avait pas vu le soleil depuis des décennies. Claire se surprit à ressentir quelque chose de rare, une satisfaction tranquille. Elle avait l'impression d'arracher enfin de sa vie un problème ancien, trop longtemps accroché à elle. Puis peu avant midi, le son changea. Claire était rentrée un instant dans la maison pour chercher de l'eau lorsqu'elle entendit le moteur de l'excavateur produire un bruit différent. Court, sec, creux. Pas le craquement d'une racine, ni le choc sourd d'une pierre. C'était un son vide, métallique, comme si le godet avait frappé quelque chose qui résonnait. Lorsqu'elle ressortit, la machine était déjà arrêtée. Les ouvriers se tenaient au bord de la fouille, échangeant des regards et des mots à voix basse. Au fond du trou apparaissait une surface lisse et grise. L'un des hommes descendit avec une petite pelle et commença à dégager la terre. Plus il nettoyait, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait ni des restes de l'abri, ni d'un ancien chemin. Sous le sol reposait une dalle de béton parfaitement régulière, au bord net. Quand on frappa dessus avec une barre à mine, le son se répercuta d'une manière étrange, comme si un espace vide se trouvait en dessous. Claire s'accroupit au bord de la fouille. Un frisson lui parcourut l'échine. Autour de la dalle, une fine bordure métallique apparut, presque invisible sous la boue. Un peu plus loin, sous l'enchevêtrement de racines et de terre compacte, un angle de métal brilla brièvement. Ils élargirent la fouille. Les racines résistaient, se tordaient, semblaient presque vivantes, mais cédaient une à une. Alors la forme se révéla entièrement. Ce n'était pas une simple plaque. C'était un lourd couvercle métallique, rouillé, autrefois peint d'un vert gris fonctionnel. Les charnières étaient massives, conçues pour durer. Des traces d'un ancien joint d'étanchéité, craquelé par le temps, bordèrent les côtés. À cet instant précis, Claire ressentit quelque chose de nouveau. Ce n'était plus seulement de la peur. C'était la sensation étrange et profonde que sa vie venait de changer de direction sans lui demander son avis. Une barre fut glissée sous le bord du couvercle. Le métal gémit, un son grave et douloureux, trop fort pour une cour tranquille. Des éclats de rouille tombèrent, une poussière fine s'éleva. Lentement, le couvercle céda. Une ouverture sombre apparut, d'où s'échappa une odeur de béton sec, de métal et d'air enfermé depuis longtemps. Le faisceau d'une lampe torche éclaira une cage verticale d'environ 2,5 mètres de profondeur. Des murs de béton lisse. Une échelle solidement fixée. En bas, une petite plateforme, puis un couloir qui s'enfonçait dans l'obscurité. Tout était trop net, trop intentionnel, trop bien construit pour être le fruit du hasard. Ils vérifièrent l'air, attachèrent une corde de sécurité. Un jeune ouvrier descendit le premier, prudemment, la voix étouffée lorsqu'il parla depuis le bas. L'air était respirable, les murs tenaient, le couloir était réel. Le chef d'équipe descendit à son tour. Lorsqu'il remonta, il dit ce que Claire redoutait et attendait à la fois. Ce n'était pas une simple cavité. Sous sa cour se trouvait un véritable abri, un réseau de pièces.
Et il n'en avait encore vu qu'une partie. Claire pensa à l'argent qu'elle avait économisé si longtemps, désormais dérisoire face à ce qu'elle découvrait. Mais elle comprit aussi une autre chose, plus lourde encore. Refermer ce couvercle et faire comme si rien ne s'était passé n'était plus possible. Cette terre était la sienne. Ce qui se trouvait en dessous l'était aussi. Et avec cela venait une responsabilité qu'elle n'avait jamais cherchée, mais qui venait de la trouver. La nuit qui suivit la découverte fut longue. Claire dormit par fragments, réveillée sans cesse par des images confuses de béton, de métal et d'obscurité. À chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, la même pensée revenait, lourde et insistante. Sous sa cour se trouvait quelque chose qui avait été voulu, pensé, construit avec une intention précise. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un autrefois avait choisi cet endroit, sa maison, son terrain. Sans qu'elle le sache, sa vie avait été bâtie au-dessus d'une autre. Le matin arriva trop vite. La lumière grise filtrait à travers les rideaux lorsque Claire se leva, le corps encore engourdi. Ethan dormait toujours, paisible, ignorant tout de ce qui s'était ouvert sous ses pieds la veille. Claire le regarda un instant, ressentant ce mélange familier de tendresse et de peur. Tout ce qu'elle faisait, chaque décision, chaque sacrifice, c'était pour lui. Et désormais, cette découverte faisait peser une ombre nouvelle sur cette promesse silencieuse de protection qu'elle s'était faite. La brigade revint avec plus d'équipement. Des projecteurs portables, des câbles, des détecteurs, du matériel de sécurité. L'atmosphère n'était plus celle d'un simple chantier domestique. Les hommes parlaient moins fort, avec une prudence mesurée, comme si le sol lui-même pouvait écouter. Claire sentit monter en elle une nécessité qu'elle n'avait pas anticipée. Elle devait voir de ses propres yeux. Ce qui se trouvait là-dessous faisait désormais partie de sa vie, qu'elle le veuille ou non. Elle insista pour descendre elle-même. Le chef d'équipe hésita, expliqua les risques, mais finit par accepter. On lui ajusta un harnais, on vérifia les mousquetons, on lui plaça une lampe frontale. Lorsqu'elle posa le pied sur la première marche de l'échelle métallique, le froid du métal traversa immédiatement la semelle de sa chaussure. Chaque barre était solide, mais couverte d'une fine couche de rouille sèche, témoin des années passées sans contact humain. La descente fut lente. Plus elle s'enfonçait, plus le bruit du monde extérieur disparaissait. En bas, une plateforme étroite l'attendait. Elle inspira profondément. L'air était étonnamment sec, presque neutre, sans cette odeur lourde de moisi qu'elle avait redoutée. Devant elle s'étirait un couloir rectiligne, aux murs de béton parfaitement lisses, comme s'ils avaient été coulés avec un soin presque excessif. Le silence la frappa immédiatement. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais quelque chose de plus dense, de plus épais. Une tache de silence accumulée pendant des décennies. Claire eut l'impression de marcher dans un espace qui n'avait jamais été destiné à être visité par hasard. Chaque pas résonnait légèrement, contenu par le béton, comme si le lieu retenait son souffle. La première pièce qu'ils atteignirent ressemblait à un espace de vie réduit à l'essentiel. Une vieille couchette métallique occupait un coin, son tissu autrefois tendu maintenant affaissé, effriable. Une petite table portait encore les marques circulaires laissées par des boîtes et des tasses. Sur une étagère basse, des brochures jaunies étaient soigneusement empilées. Claire s'approcha et lut quelques titres. Des guides de protection civile, des instructions en cas d'attaque. Les dates imprimées indiquèrent la fin des années 50, le début des années 60. Une époque où la peur n'était pas abstraite, mais quotidienne, méthodiquement organisée. Sur les murs, des zones plus claires formaient des rectangles réguliers. Quelque chose avait été accroché là, puis retiré. Des cartes, peut-être, des schémas. La pièce ne donnait pas l'impression d'un refuge improvisé, mais d'un lieu pensé pour durer, pour accueillir quelqu'un pendant longtemps, peut-être seul. Ils passèrent ensuite dans une pièce plus grande, clairement destinée au stockage. Des étagères solides longèrent les murs, supportant encore des caisses, des boîtes métalliques, des bidons vides. Certaines conserves étaient toujours alignées, étiquettes effacées par le temps. Des rouleaux de toile, des cordes, des outils soigneusement rangés reposaient là, comme si leur propriétaire comptait revenir. Sur une étagère supérieure, un appareil attira immédiatement l'attention de Claire. Un vieux compteur, au verre fissuré, un dosimètre. Cette simple présence donna soudain une dimension plus sombre à l'ensemble.
L'homme qui avait construit cet endroit n'avait pas seulement craint le désordre ou la pénurie, il avait envisagé l'impensable. À côté, des cartes routières pliées avec précision, protégées par des pochettes hermétiques étonnamment bien conservées. Des manuels de survie. Chaque objet racontait une histoire de préparation méthodique, presque obsessionnelle. Claire ressentit un malaise grandissant. Elle se surprit à penser que ce lieu n'était pas né d'un caprice, mais d'une peur profonde et structurée. Alors qu'ils inspectaient dans les étagères, l'un des ouvriers frappa par inadvertance un pan de mur avec un outil. Le son fut différent, creux, pas le bruit plein et étouffé du béton massif, mais un écho discret, révélateur d'un vide derrière. Ils échangèrent un regard. La surface du mur semblait identique aux autres, mais en nettoyant la poussière accumulée, une ligne fine apparut, presque invisible, un joint, une dissimulation soigneuse. Ils dégagèrent lentement le panneau. Il pivota sur des charnières cachées, révélant un compartiment étroit. À l'intérieur reposait une petite caisse métallique. Lorsqu'ils l'ouvrirent, Claire sentit son cœur s'accélérer. Des sachets de toile contenaient des pièces anciennes. À côté, quelques lingots d'argent, ternis mais indéniablement précieux. Ce n'était pas un simple stock d'urgence. C'était un trésor, un secret enfoui dans un autre secret. Une vague de pensées contradictoires traversa Claire. La possibilité d'un soulagement matériel immense se mêlait immédiatement à une peur sourde. À qui cela appartenait-il réellement? Était-ce légal? Qui finirait par apprendre l'existence de cet endroit? Chaque réponse semblait ouvrir la porte à de nouvelles menaces. Ils continuèrent plus loin, débouchant sur une pièce différente des autres. Plus large, plus ordonnée encore. Une sorte de bureau ou d'atelier. Un grand plan de travail occupait le centre, couvert de dossiers, de schémas, de carnets. Des cartes annotées. Claire feuilleta l'un des cahiers. Les premières pages évoquaient des réflexions politiques, des craintes liées à la guerre, des notes sur des exercices civils. Puis venaient des calculs précis, ventilation, réserve d'eau, isolation thermique. L'écriture était nette, méthodique. L'homme qui avait conçu ce lieu n'était pas un amateur. Il savait ce qu'il faisait. Parmi les documents, Claire trouva des lettres jamais envoyées. Les mots y étaient plus personnels, plus bruts. On y lisait la colère, la solitude, la rancœur envers des proches, des mentions de conflits juridiques, de disputes autour de biens, de trahisons perçues comme définitives. Ces pages transformèrent le béton en biographie. Ce refuge n'était pas seulement une structure. C'était la réponse d'un homme à un monde qu'il avait cessé de croire sûr. Et pourtant, une sensation persistante ne quittait pas Claire. L'impression que ce qu'ils avaient vu n'était pas tout. Comme si le lieu lui-même retenait encore quelque chose. Sur le mur du fond du bureau, derrière une étagère chargée de classeurs, un détail attira l'attention d'un ouvrier. La surface du béton semblait légèrement différente, plus épaisse, plus régulière. En déplaçant l'étagère, ils découvrirent un renforcement métallique intégré dans la paroi. Lorsqu'ils frappèrent, le son creux confirma leurs soupçons. Le dégagement fut long et délicat. Ils travaillaient avec une prudence extrême, conscients qu'une erreur pouvait endommager ce qui se trouvait derrière, ou pire, provoquer un effondrement. Peu à peu, le béton céda la place à une structure métallique imposante. Une porte lourde, rivetée, d'un type que Claire n'avait vu que dans de vieux films ou des installations militaires. Lorsqu'ils libérèrent enfin le mécanisme, un grondement sourd parcourut l'espace. La porte s'ouvrit lentement, révélant un escalier étroit descendant encore plus bas. L'air qui s'en échappa était plus froid, plus sec, plus ancien. Claire resta immobile un instant. Elle comprit que ce qu'elle avait découvert jusque-là n'était qu'une première couche. Sous sa maison, quelqu'un avait construit non seulement un abri, mais une succession de secrets. Et au seuil de cet escalier, elle sentit clairement que la prochaine étape changerait tout ce qu'elle croyait avoir compris. L'escalier descendait plus bas que Claire ne l'aurait cru. Chaque marche était étroite, froide sous la semelle, et l'air se resserrait à mesure qu'il progressait. La lumière des lampes dessinait des ombres nettes sur les parois, comme si l'endroit avait été conçu pour rester en marge du regard. À cet instant, Claire comprit que l'abri au-dessus n'était qu'un seuil. Ce qui s'ouvrait devant elle n'avait rien d'un espace de survie ordinaire. C'était un lieu de conservation, presque un sanctuaire de métal et de silence. Ils débouchèrent dans une pièce plus petite, plus basse de plafond,
mais d'une rigueur implacable. Le béton y était plus épais, renforcé, la température sensiblement plus froide. Le bruit de leurs pas semblait absorbé, étouffé par une densité inhabituelle. Devant eux, alignés avec une précision presque cérémonielle, se tenaient plusieurs coffres métalliques massifs. Leur surface était marquée par le temps, mais les serrures et les scellés témoignaient d'un soin extrême. Rien n'avait été laissé au hasard. Quelqu'un avait voulu que ces coffres traversent les années. Claire sentit une appréhension différente de celle qu'elle avait déjà connue. Ce n'était pas la peur d'un danger immédiat, mais celle d'une frontière morale. Elle pressentait que l'ouverture de ces coffres ne révélerait pas seulement des objets, mais une responsabilité. Une fois les couvercles levés, il n'y aurait plus de retour possible à l'ignorance. Le premier coffre céda après quelques minutes d'efforts mesurés. Lorsque le couvercle s'ouvrit, la lumière révéla des piles de billets soigneusement emballés, maintenus par des bandes vieillies mais intactes. Chaque paquet portait une annotation manuscrite, une date, parfois une note succincte. Ce n'était pas de l'argent accumulé dans l'urgence, mais archivé, classé, presque documenté. Claire observa ces liasses sans joie. L'abondance présentée ainsi lui parut froide, lourde, comme si elle portait le poids des années passées à attendre sous terre. Le deuxième coffre exigea davantage de précautions. À l'intérieur, des lingots d'or reposaient en rang impeccable. Leur éclat n'était pas ostentatoire, mais dense, presque sévère. Ils reflétaient la lumière sans chaleur, comme une promesse et une menace mêlées. Claire eut la sensation que cette richesse n'avait jamais été pensée comme une récompense, mais comme une assurance contre l'effondrement du monde. Le troisième coffre contenait une variété de valeurs plus intimes. Des pièces anciennes protégées dans des capsules, des boîtes renfermant des bijoux discrets, des montres, quelques médailles, des documents officiels au sceau fané. Chaque objet semblait porter une histoire silencieuse. Parmi eux, Claire remarqua une montre de poche gravée d'initiales qu'elle avait déjà aperçue dans les carnets du bureau. Ce détail établissait un lien direct entre les calculs techniques et la vie personnelle de l'homme qui avait tout préparé. Le quatrième coffre se révéla plus inquiétant encore. Il était rempli de dossiers, de copies de transactions, de relevés bancaires, d'obligations, de contrats notariés. Des coupures de journaux étaient annotées à la marge, reliées par des notes manuscrites. C'était la cartographie d'une existence financière complexe, menée dans la discrétion, peut-être dans la méfiance. En feuilletant ces documents, Claire comprit que rien n'avait été improvisé. Chaque décision avait été prise avec la conscience aiguë de possibles conflits futurs. Au fond de ce coffre, un objet se distinguait par sa simplicité. Une enveloppe épaisse, jaunie, portant une inscription manuscrite nette et sans emphase. « À celui ou celle qui trouvera ceci après moi ». Claire la prit avec une précaution presque religieuse. Elle avait l'impression de tenir entre ses mains, non pas un papier, mais une voix qui attendait depuis longtemps d'être entendue. Elle ouvrit la lettre lentement. Le texte était long, dense, écrit d'une écriture régulière. L'auteur y parlait de la peur d'abord. Pas une peur abstraite, mais celle qui s'installe dans les gestes quotidiens, nourrie par les tensions politiques, les menaces de guerre, l'impression que tout ce qui semblait solide pouvait disparaître du jour au lendemain. Il évoquait ensuite la famille, non avec nostalgie, mais avec amertume. Des disputes, des procès, des accusations. Le sentiment d'avoir été trahi par ceux qui auraient dû comprendre. Il expliquait son choix de se retirer, de construire cet abri, de mettre à l'abri non seulement des biens, mais sa propre volonté. La lettre prenait alors une tournure plus directe. L'homme écrivait qu'il ne voulait pas que ce qu'il avait accumulé revienne à ceux qu'il considérait comme des prédateurs déguisés en héritiers. Il refusait que son travail serve à nourrir des rancunes et des luttes juridiques. Il souhaitait que tout cela soit découvert par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui en aurait besoin, quelqu'un qui comprendrait que cette richesse n'était pas un trophée, mais une chance de sortir d'une impasse. Claire sentit ses yeux se brouiller. Les mots semblaient lui être adressés personnellement, comme si l'homme avait anticipé son existence, ses luttes, son obstination silencieuse. Elle comprit alors que ce qu'elle tenait n'était pas seulement une explication, mais un pivot, une clé morale et peut-être juridique. Le dernier coffre, plus petit, contenait peu de choses matérielles. Mais il fut celui qui toucha Claire le plus profondément. Des photographies anciennes, des lettres jamais ouvertes, un dessin d'enfant,
une petite boîte renfermant une mèche de cheveux, une vie réduite à quelques fragments. La peur, la préparation, l'accumulation prenaient en soudain un visage humain. Derrière les murs de béton et les calculs précis, il y avait eu un homme seul, tentant de donner un sens à sa prévoyance. Lorsqu'ils remontèrent à la surface, la lumière du jour sembla presque agressive. Le monde au-dessus continuait comme si rien n'avait changé. Les voisins vaquaient à leurs occupations, des voitures passaient au loin. Pourtant, pour Claire, tout était différent. Les ouvriers étaient inhabituellement silencieux. Le chef d'équipe finit par lui dire ce qu'elle savait déjà. Une découverte de cette ampleur ne resterait pas secrète. Elle attirerait l'attention, officielle ou non. La chaîne d'événements se mit en marche plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Dès le lendemain, des inspecteurs se présentèrent, invoquant des plaintes concernant les travaux. Puis vinrent les pompiers, officiellement pour vérifier la sécurité du site. Claire choisit soigneusement ses mots, parlant d'une structure souterraine ancienne, évitant toute mention des coffres. Mais chaque visite élargissait le cercle de ceux qui savaient. Peu après, une brève apparition dans les informations locales montra une image floue de sa cour, prise au-dessus de la clôture. À partir de là, il fut impossible de contrôler la narration. Des journalistes stationnèrent dans la rue, microphones à la main. Les voisins, jusque-là distants mais polis, commencèrent à poser des questions, à sourire trop longtemps, à observer la maison avec une curiosité nouvelle. Claire cessa de répondre aux numéros inconnus. Elle évitait de sortir seule. La sensation de sécurité qu'elle avait patiemment construite se fissurait. Puis vinrent ceux qu'elle redoutait sans les avoir encore imaginés. Ils se présentèrent comme des parents éloignés de l'ancien propriétaire. Des adultes sûrs d'eux, dossiers sous le bras, parlant de droit et de patrimoine. Ils exigeaient des informations, évoquaient une propriété familiale. La nécessité de clarifier la situation. Claire refusa de discuter sur le pas de sa porte. Le lendemain, une lettre d'un cabinet juridique arriva, formulée avec une politesse glaciale, assortie de menaces à peine voilées. Les conséquences touchèrent aussi Ethan. À l'école, des murmures apparurent. Certains enfants le traitèrent de riche, d'autres de voleur. Claire le vit rentrer un jour plus silencieux que d'habitude, et ce fut peut-être cela qui lui fit le plus mal. La découverte sous la maison avait cessé d'être une curiosité. Elle était devenue un danger pour l'équilibre fragile qu'elle protégeait depuis des années. Les nuits devinrent lourdes. Claire relisait la lettre, encore et encore, cherchant dans chaque phrase une justification, une direction. Peu à peu, une conviction s'imposa à elle. Ce texte n'était pas seulement un témoignage du passé, c'était peut-être la seule chose qui pouvait la défendre contre ce qui venait. Elle comprit alors que la prochaine étape ne se jouerait plus sous terre, mais à la lumière crue des regards et des lois, et qu'elle devrait se battre pour garder ce qui lui avait été confié, non par hasard, mais par choix. Les nuits de Claire se transformèrent en une suite d'heures sans contour. Elle se couchait épuisée et se réveillait avant l'aube, le cœur déjà serré, comme si son corps avait compris plus vite qu'elle que quelque chose d'essentiel était en jeu. Quand le sommeil finissait par venir, il était peuplé de salles étroites, de murs de béton qui se rapprochaient, de voix étouffées derrière des portes fermées. Alors elle se levait, s'asseyait à la table de la cuisine et sortait la lettre de son enveloppe. Elle la relisait lentement, parfois à voix basse, comme on répète une prière dont on espère qu'elle protégera de ce qui arrive. À mesure qu'elle avançait dans les lignes, la peur laissait place à une autre sensation, plus solide, une certitude fragile, mais réelle. Ce texte n'était pas une confession jetée au hasard, c'était une volonté. La décision de consulter un avocat fut moins un choix qu'une nécessité. Claire ne se faisait pas d'illusions. Elle savait que le simple bon sens ne suffirait pas face à des personnes déterminées et armées de dossiers. Elle trouva le nom de Jane Harper par l'intermédiaire d'une collègue de l'école, une femme discrète qui parlait peu d'elle-même, mais qui écoutait beaucoup. Dès le premier rendez-vous, Claire sentit une différence. Jane ne promettait rien. Elle posait des questions précises, prenait des notes, demandait à voir les documents, les photographies, les carnets retrouvés sous la maison. Son calme n'était pas une façade rassurante, mais une méthode. Elles passèrent des heures à examiner chaque élément. Les plans, les calculs, les lettres non envoyées, la structure même du refuge. Jane expliqua que l'affaire serait complexe, que la découverte attirerait forcément des contestations. Mais elle souligna aussi un point essentiel.
La maison et le terrain appartenaient légalement à Claire. Ce qui avait été caché, abandonné, intégré au sol lors de la vente entrait dans un cadre juridique précis. Et surtout, la lettre révélait une intention claire, cohérente, répétée dans d'autres écrits. Rien n'était garanti, mais rien n'était perdu non plus. Le procès arriva plus vite que Claire ne l'aurait cru, comme si la peur avait le pouvoir d'accélérer le temps. Le jour de l'audience, elle entra dans le tribunal avec une sensation étrange, presque irréelle. La salle était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, impersonnelle, baignée d'une lumière froide. Sur les bancs, elle reconnut immédiatement ceux qui se présentaient comme les héritiers. Ils étaient plus nombreux qu'au début, mieux habillés, plus sûrs d'eux. Leurs avocats parlaient avec aisance de droits familiaux, de patrimoine, de biens qui devaient revenir à une lignée. Ils évoquaient la découverte comme une intrusion, un hasard indécent dont Claire aurait profité. Assise à côté de Jane, Claire écoutait en silence. Ses mains tremblaient légèrement, dissimulées dans le pli de son manteau. Elle se sentait exposée, comme si toute sa vie était disséquée à voix haute. Elle avait l'impression qu'on tentait de la réduire à une passante chanceuse, quelqu'un qui s'était trouvé au bon endroit au bon moment, sans mérite, sans légitimité. Lorsque Jane prit la parole, le ton changea. Elle ne chercha pas l'émotion. Elle parla de faits, de propriété foncière, du caractère dissimulé et abandonné de la structure, de l'absence de tout document désignant les plaignants comme bénéficiaires directs de ce qui avait été enfoui. Puis elle aborda la lettre. Elle demanda qu'elle soit lue. Dans la salle, un silence se fit. Le juge prit le document et commença à parcourir les pages. Il lisait lentement, s'arrêtant parfois, revenant sur certaines phrases. Son visage restait impassible, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'il ne s'agissait plus d'une simple procédure. La décision ne fut pas rendue immédiatement. L'attente fut, pour Claire, la période la plus éprouvante. Chaque jour, elle imaginait des scénarios catastrophes, des saisies, des appels, une vie à nouveau instable. Elle se voyait expliquer à Ethan pourquoi il devrait peut-être partir, recommencer ailleurs. L'idée la vidait de toute énergie. Pourtant, chaque soir, elle revenait à la lettre, à ces mots écrits par un homme qui avait voulu, envers et contre tout, garder le contrôle de ce qu'il laissait derrière lui. Lorsque le jugement fut enfin prononcé, Claire eut l'impression que le monde retenait son souffle. Le juge reconnut la primauté des droits du propriétaire du terrain. Il évoqua la cohérence et la clarté des écrits laissés par l'ancien occupant, leur valeur en tant qu'expression réfléchie et consciente d'une volonté. Les demandes des héritiers furent rejetées. Ce qui avait été trouvé sous la maison restait la propriété de Claire. Un murmure parcourut la salle. Les plaignants quittèrent les lieux avec des visages fermés, promettant des recours futurs. Claire n'entendait presque rien. Elle sentait seulement une pression se relâcher en elle, comme si un étau invisible s'ouvrait enfin. Ce n'était pas de la joie, c'était de l'air. Les semaines suivantes virent l'intérêt médiatique s'éteindre lentement. Sans scandale, sans violence, la curiosité se lassa. Les journalistes disparurent. Les voisins retrouvèrent leurs habitudes. À l'école, Ethan cessa d'être le centre de murmures gênés. Dans la maison, le silence reprit sa place, un silence différent de celui d'avant, plus doux, plus habitable. Claire n'agit pas dans la précipitation. Fidèle à ce qu'elle avait toujours été, elle procéda avec prudence. Elle fit expertiser les biens, documenter chaque élément. Elle ne vendit qu'une partie, juste assez pour rembourser l'hypothèque, effacer les dettes accumulées, constituer une réserve. Elle mit de côté pour l'avenir d'Ethan, de façon concrète, planifiée. La maison fut réparée là où elle en avait le plus besoin. La cour, enfin nivelée, devint un espace clair et sûr. Parfois, lorsque tout dormait, Claire descendait seule dans le refuge. Elle n'en fit jamais un lieu d'exposition ni un secret honteux. Elle y laissa quelques objets personnels de l'homme qui l'avait construit, les disposant avec respect. Elle comprenait désormais que cet endroit était né de la peur, mais qu'il avait, par un détour improbable, offert une issue à quelqu'un d'autre. Un soir d'automne, elle s'assit à la table du bureau souterrain avec un carnet vierge. Elle écrivit, sans emphase, sans dramatisation. Elle raconta l'arbre mort, le bruit du métal, la peur, le procès, la lente reconstruction. Elle écrivit pour se souvenir, mais aussi pour comprendre. Lorsqu'elle remonta à la surface,
La nuit était calme. La cour n'était plus un lieu d'ombre. La maison ne tremblait plus sous l'incertitude. Claire resta un moment immobile, respirant l'air frais. Elle savait que la vie resterait imparfaite, que d'autres épreuves viendraient. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait autre chose que la survie. Elle avait le choix. Et ce choix, né sous des tonnes de terre et de béton, avait transformé un héritage de peur en une possibilité d'avenir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire et les prochaines vidéos. Écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Et partagez cette vidéo avec vos amis afin qu'eux aussi découvrent ce qui était caché sous terre depuis tant d'années.